Sécure épisode spécial Cyber Echo. Je suis accompagné de Thierry et Florian. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ben, Florian, est-ce que tu peux te présenter? Parce que toi, Thierry, t'es déjà un habitué. Là. Ok. En tant que nouveau participant, je me présente. Florian, je suis en PhD actuellement à la Poly. Et donc, je travaille avec Kelvin Zero depuis 5 ans sur des projets de cryptographie et notamment, en fait, précisément, ce dont on va parler aujourd'hui, de la cryptographie distribuée, en particulier à l'ère de la souveraineté numérique. Oui, puis c'est justement ce qu'on va parler. Vous avez abordé les deux, vous avez abordé des conférences justement sur le modèle Kelvin Zero, qui est au niveau des clés distribuées, qui est un contexte très intéressant, sous-utilisé tant qu'à moi, qui devrait être plus répandu parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Fait que je vais vous laisser présenter le concept, puis après ça, on va conseiller des questions. Donc oui, pour présenter le concept, l'idée c'est que contrairement à de la cryptographie non distribuée qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire de la cryptographie où on va avoir une clé qui porte la responsabilité de protéger les données, que ce soit l'accès ou l'authenticité des données, selon les applications. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir à la place une clé qui est découpée, de manière à ce qu'on a besoin de plusieurs morceaux de clés pour accéder aux données, plusieurs morceaux de clés pour signer des données, et en particulier, nous, ce qu'on utilise, c'est de la technologie qui utilise un seuil, donc on n'a pas besoin de forcément toutes les clés. On a un peu de redondance, donc ça aide aussi en cas de perte de clés, de suppression de clés. On a de la redondance pour faire des récupérations, des backups. C'est un concept qui est très intéressant. J'aime beaucoup le fait d'avoir plusieurs clés et surtout à seuil comme ça que vous avez besoin d'arriver à un quorum et non la totalité des clés. Justement, on a plusieurs scénarios associés à ce genre de choses-là. Et justement, plusieurs scénarios. Dans quel genre de scénario, ce genre de solution-là que va se déployer chez vos clients? Et, Ouais, ben, le cas d'utilisation, disons, le plus courant, celui qui est le plus d'actualité en ce moment, je dirais, c'est vraiment le stockage de données chez les fournisseurs cloud, surtout des fournisseurs cloud qui sont peut-être de pays étrangers, puis avec tout le contexte géopolitique en ce moment, et les différents pays qui essaient de se dérisquer de pays étrangers, d'être peut-être un peu plus souverains, ça permet de venir réduire certains risques auxquels on s'expose quand on stocke nos données avec ces fournisseurs-là de l'extérieur. Mais par contre, ça amène l'avantage qu'on peut quand même bénéficier de tous leurs avantages. Donc, que ce soit leur propre redondance, leur distribution géographique à travers la planète, leur puissance de calcul qu'ils mettent à la disposition des gens, qui sont des choses que des fois, les plus petits joueurs qui sont peut-être un peu plus proches, un peu plus locaux, ne sont pas en mesure de compétitionner. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut non plus donner toute notre industrie là-bas. Je pense qu'il faut développer la note. Mais la réalité, c'est que pour développer des compétiteurs qui vont pouvoir jouer dans les mêmes eaux qu'un Microsoft, qu'un Amazon, qu'un Google, on a quand même du chemin à faire. Puis ça va pas prendre, c'est pas quelque chose qu'on peut régler en 3 semaines. Donc, en attendant qu'on ait d'autres alternatives qui soient plus acceptables, on peut se rendre à un point où on a une solution qui nous permet de, au moins du point de vue de la confidentialité des données, peut-être de l'intégrité des données, comme on le mentionnait, avoir cette souveraineté-là une fois que les données sont gardées dans le service d'un partenaire étranger. Donc, je dirais que c'est le premier cas. Ensuite, il y a tout l'aspect aussi sur les équipements qui sont soit IoT ou industriels ou qui sont déployés vraiment dans des environnements peut-être un peu plus opérationnels typiquement et qui sont généralement pas très... Bon, ils n'ont pas énormément de stockage, ils n'ont pas nécessairement une grande puissance de calcul. La cryptographie, c'est difficile à faire. Euh, Ça devient difficile d'établir des protocoles de communication qui sont sécurisés, à moins d'avoir des clés pré-partagées. Et en soi, les clés pré-partagées sont un peu un cauchemar de logistique au départ pour établir un niveau de confiance. Mais c'est aussi qu'à terme, éventuellement, la gestion de la clé devient difficile parce qu'éventuellement, il faut faire une rotation. Tous les équipements sont déployés. À ce point-là, on est pratiquement aussi mieux d'aller chercher et de le remplacer en mettre un nouveau que de faire le travail, de le ramener, changer une clé, le redéployer. Le temps qui a passé entre les deux fait qu'il est presque vite. C'est qu'on pourrait probablement développer des protocoles qui sont un peu plus sécuritaires ou utiliser des protocoles déjà existants qui pourraient être plus sécuritaires parce qu'on pourrait permettre à ces équipements-là de faire de la cryptographie à seuil avec des plus petits morceaux, des plus petits fragments qui sont capables d'interagir et établir des communications sans handshake nécessaire ou quoi que ce soit par la suite.
Dans le cas des outils que tu viens de mentionner, moi, je vois moins bien comment l'avantage par rapport à une rotation de clé, comme tu mentionnais. Est-ce que tu peux un peu détailler sur l'avantage réel d'avoir cette fragmentation de clés-là sur ce type Ouais. d'équipement-là? Ouais, ben, ces équipements-là, par exemple, généralement, ce qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle vraiment des pre-shared keys, donc vraiment des clés qui sont pré-partagées. Donc, il y a disons, un ensemble limite de clés qui peuvent être utilisées. Une fois que celui-là est expiré, on tombe dans soit l'option de on va faire une rotation, puis ça, c'est très coûteux, très complexe à mettre en place sur l'équipement. Ça ne peut pas se faire facilement à distance, généralement, parce que je veux dire, on peut le faire, mais c'est une question de risque, mais l'idée, c'est si on se permet d'aller modifier le matériel cryptographique à distance sur ces équipements-là, on ouvre une porte pour n'importe qui d'autre de pouvoir le faire aussi. À l'inverse, si on doit le faire en personne, ouais, déjà, il y a la complexité de la tâche, surtout quand on pense à des grandes entreprises. Pensons au Québec, pensons à Hydro-Québec qui a des équipements déployés sur la province, ça devient un peu compliqué. Euh, Ou on tombe dans les mauvaises pratiques de réutiliser des clés qu'on ne devrait pas réutiliser, ce qu'on ne veut pas non plus qui arrive. Donc, ultimement, c'est un peu un problème de ces équipements-là qui sont souvent avec des ressources qui sont plus limitées, mais qu'avec la cryptographie à seuil, on peut se permettre d'être à un niveau plus bas. Et je donne un exemple, si on a trois clés qui sont distribuées ou trois morceaux de clés qui ont été créés, on peut peut-être se permettre un certain niveau de risque où la clé de l'équipement déployé est peut-être réutilisée, mais en combinaison avec les deux autres clés, elle change parce qu'elle roule dans un HSM qui sont dans un data center qui est beaucoup plus avancé, qui a les capacités de bien gérer, de faire la rotation de clés, beaucoup plus sécuritaire. Puis ce qui fait, c'est qu'on amène le niveau minimal pour une opération de soit chiffrement, déchiffrement, peu importe, une action qui pourrait être prise sur l'équipement, par exemple. Ça pourrait être de l'authentification. On vient chercher le niveau minimal du centre de données avec les HSM garantis même au niveau de l'équipement parce qu'il va falloir nécessairement une des deux autres clés pour pouvoir prendre l'action en question. Super intéressant. Ça, c'est des cas d'utilisation. Comment ça fonctionne? Parce que c'est pas. Là, c'est facile, on est habitué à la crypto conventionnelle. On a une clé, pouf, ça marche. Là, on a plus que deux clés, on a trois clés. Et ça en prend juste deux, au minimum deux pour arriver à la fin, où comme on peut augmenter le nombre de clés à l'infini, là, ou virtuellement à l'infini, avec un seuil comme, qui est variable aussi. J'aimerais ça comprendre la technique en dessous de ça. Ok, donc pour illustrer ça, je vais rester sur l'exemple avec deux clés parmi trois ou plus. Je pense que c'est assez facile à visualiser. Alors derrière, ce que ça utilise, c'est des polynômes. Et donc l'exemple avec deux clés, c'est des polynômes de degré 1, donc c'est-à-dire c'est des lignes. Et l'idée derrière, c'est, imaginons, je vais te donner un point, ok, sur cette ligne, et je vais te demander d'essayer de deviner quelle ligne c'est. Et donc tu essaies de tracer des lignes qui passent par ce point, et en fait, tu peux en tracer une infinité des lignes qui passent par ce même point. Par contre, si je te donne deux points différents, et tu dois trouver quelle ligne passe par ces deux points, là, il n'y en a qu'une. Et c'est exactement comme ça que ça marche. Donc ce secret, en fait, quelque part, ça va être le polynôme. Et ces deux points, ça va être ces morceaux de clés. Et donc, je peux distribuer 3, 4, 5 points sur cette ligne. Tant que tu en as deux, n'importe lesquels, tu peux retrouver la ligne. Et en fait, c'est une propriété qui se généralise sur les degrés supérieurs de polynôme. Donc, tu peux distribuer des points tels qu'il t'en faille 2, 3, 4, autant que tu veux. Pour ceux qui comprennent. Moi, je suis moins dans ce genre de mathématiques-là, mais ça donne déjà une bonne idée de comment ça fonctionne. Comment ensuite on descend ça sur le terrain, parce que là, c'est bien, là, il y a de la théorie et tout ça. Et comment on met ça en action, disons, dans un cloudeur, parce que c'est l'exemple premier que vous avez qui a été mentionné. Comment on déploie cette distribution de clés chez n'importe quel des clouders, justement, pour se prémunir contre l'exemple qui est mentionné, c'est-à-dire empêcher que essentiellement les méchants Américains viennent fouiller dans nos données sans notre autorisation, puis comment ça s'opérationnalise, tout ça. Je peux donner un début de réponse en tout cas. Ce qui va se passer, c'est que donc, en fait, justement, chacun de ces points vont être donnés à un acteur différent. Donc, par exemple, votre cloud provider auquel vous n'avez pas envie de céder complètement la souveraineté de vos données, vous lui donnez juste un point et puis il n'est pas capable de reconstruire ce polynôme, cette clé. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit vrai à tous les points de notre protocole de chiffrement. Donc, c'est vrai pour la clé elle-même est partagée, mais au moment même de la génération, il ne faut pas que ça soit un acteur qui va découper cette clé.
Et en particulier, dans ce cas-là, par exemple, on ne veut pas que ça soit ce fournisseur de cloud qui va créer une clé, la découper, garder un morceau, nous donner l'autre et dire hey, j'ai pas gardé la clé complète. Donc on a besoin, même au niveau de la génération de clés, que ça soit un processus qui soit distribué. Ouais, puis je pense que c'est un des éléments importants, en fait, c'est que la génération elle-même est faite de façon distribuée. Donc, le fournisseur, c'est pas nous qui lui donnons nécessairement sa clé, c'est pas lui non plus qui nous donne nos clés. C'est lui en génère une à partir du point commun que tout le monde va avoir. Et bon, dépendamment du nombre de gens qui sont dans le quorum, nombre de gens qui sont impliqués, va déterminer si on veut, on parlait de ligne tout à l'heure, je vais rester avec cet exemple-là, mais la ligne qu'il va sélectionner, s'il venait à nous révéler son propre point, disons, privé, on est capable de déterminer quelle ligne à utiliser. Il ne va jamais le faire. Il va simplement en choisir un. Moi, je vais en choisir un en tant que propriétaire des données. Puis une tierce partie, ou bien, disons, ça pourrait être mon cloud privé, ça pourrait être l'admin de l'organisation, dépendamment vraiment du code d'utilisation qu'on le prend. Si on va stockage cloud, ça pourrait être l'employeur, va avoir sa propre clé aussi. Et de là, quand on fait une opération, disons que les données sont gardées sur le fournisseur cloud, ils sont gardés chiffrés. Au moment de consulter la ressource, le fournisseur cloud va enlever ce qu'on va appeler le masque qui lui appartient du contenu. Ça va nous revenir, c'est encore chiffré, c'est toujours pas en clair. Mais nous, on peut appliquer le nôtre par-dessus. D'un coup, on vient d'atteindre le quorum de 2, de 3, par exemple, et on peut consulter les données en clair localement sans l'avoir jamais déchiffrée de l'autre côté. Puis elle est donc chiffrée, disons, au repos chez le fournisseur, mais aussi en transit, sans parler de TLS, sans parler d'aucun autre protocole typique, juste par la nature même du système qu'on a créé. Pour être sûr que j'ai bien compris, disons que les données sont chiffrées chez le fournisseur avec sa clé. Ouais. Lui applique son masque, bout, ce que vous appelez un masque. Fait que lui, il déchiffre comme une première couche. Ouais. Ensuite, l'envoie à celui qui fait la requête. Exact. Et lui reçoit et applique son masque à lui dessus. Et là, magie, la donnée est en clair chez celui-là. Exact. Si on était dans un cas de 5 avec un minimum de 3, il faut que les 3 passent dessus. Et le troisième, pouf, le secret se révèle devant lui sans que les 2 autres précédents puissent voir quoi que ce soit de ce... Ou que les 2 autres qui n'ont pas participé à l'opération ne le voient non plus, exact. Oui, parce qu'on ne peut juste pas participer à l'opération ou au transfert de données à ce moment-là. Ouais. Comment on établit la confiance? Parce que là, vous parlez plus tantôt de confiance, machin, mais comment ces rituels, parce qu'il y a un rituel de clé avec ça, il y a des rituels de création, c'est pas un rituel qui est comme la cérémonie des clés classiques où tu as juste une clé maître qui va faire une arborescence en dessous. Là, vous avez vraiment un rituel à plusieurs parties et qui sont pas nécessairement tous liés d'une façon ou d'une autre. Là. Non, c'est ça, exact. En fait, ils sont liés par la décision de vouloir interagir ou de collaborer ensemble. Mais au-delà de ça, c'est que le rituel comme tel de création de clés est fait de façon individuelle ou est fait de façon isolée des uns des autres et idéalement de tout. Mais sans aller vraiment dans la cérémonie des clés, le principe est vraiment que chacun va créer sa propre clé ou, si vous voulez, son propre bout de clé. Et on utilise des preuves sans zero knowledge. Excusez, l'anglicisme est zero knowledge. Le modèle est vraiment ancré dans la possibilité d'utiliser en zero trust, donc dans des modèles sans confiance requise. Justement pour cette raison-là. On ne veut pas avoir à établir un réseau de confiance pour pouvoir que ça fonctionne. Dire, hey, je dois faire confiance qu'un tel ne va pas faire quelque chose de malicieux avec une clé ou quoi que ce soit. Non, c'est un modèle qui est sans confiance. Donc, même si quelqu'un le fait, il ne pourra pas arriver au résultat final escompté de son côté et il ne pourra pas non plus nous empêcher de le faire. La seule façon vraiment de créer un denial of service, c'est s'il y a quorum, ça veut dire que la majorité des gens, tout d'un coup, décident d'être contre moi. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il faut se regarder dans le miroir puis se dire pourquoi est-ce que mon administrateur et mon fournisseur cloud... des bons partenaires. Ouais, ça devient ça, mais au-delà de ça, on présume qu'il y a une certaine bonne foi dans la plupart des partenaires, pas tous, mais certains. Là. Ouais, c'est ça. Puis l'idée, c'est que dans tous les cas, c'est que le même scénario avec la cryptographie habituelle,
je ne vais pas dire traditionnelle ni classique, ça s'applique autant à la cryptographie classique que post-quantique, mais disons, dans la cryptographie habituelle, vont rester vraies aussi. C'est-à-dire, si on a un partenaire qui n'est pas de confiance, puis qu'on a une clé AES qu'on sait échanger, ben, tout d'un coup, je viens de multiplier mon risque de perdre la clé AES par 2, je viens de multiplier les parties qui peuvent s'en aller avec les données aussi. Pas juste de perdre la clé, mais les données qui sont protégées. Puis, en plus, je dois faire un échange de cette clé-là qui est, disons, non sécurisé par défaut. On a des protocoles maintenant pour le faire, mais ces protocoles-là sont spécifiquement les protocoles qui vont être attaqués par l'avènement de l'informatique quantique à terme. Donc, on se dit, ben, tant qu'à faire une migration cryptographique vers du post-quantique éventuellement, puis il y a des organisations qui sont déjà en train de le faire, il faut aussi penser à notre l'agilité cryptographique qu'on va vouloir avoir, puis ça inclut à peut-être repenser le modèle architectural qu'on a pour la cryptographie, puis se dire, ben, un modèle décentralisé va être beaucoup plus favorable pour tous qu'un modèle unique, à l'exception des cas où je garde mes propres données, mais je veux juste les encrypter pour pas que si quelqu'un a un accès physique à mon équipement local, je veux pas qu'il puisse les lire. Honnêtement, c'est à peu près le seul cas d'utilisation où le modèle traditionnel est peut-être un peu plus avantageux là-dessus. Donc, en gros, je pense que c'est la distinction puis le comment la cérémonie comme telle est créée et ce que ça implique comme différence. Puis comme je le mentionnais, c'est qu'on enlève la nécessité aussi de faire un échange de clés typique, un échange de clés symétriques typique comme on le fait depuis le chiffrement de César. C'est ultimement le problème, c'est si tu interceptes le message et tu interceptes le messager, ben, donc comment tu envoies des chevaux avec le message de façon sécuritaire à l'autre qui doit le recevoir? T'envoies l'armée avec. Bon, ben, rendu là, tu changes ta stratégie. Donc, non, je pense, tu sais, on a tout le temps trouvé un peu des solutions band-aid en regardant le problème de haut en se disant, oh, je dois envoyer une clé très sensible, il ne faut pas que personne puisse intercepter la lire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller la couvrir par-dessus. Nous, on essaie d'aller plutôt par en dessous pour dire ben, la clé en question, est-ce qu'on peut juste ne pas se l'échanger, mais quand même arriver avec le même résultat? Puis c'est ce que ça crée. Je trouve ça intéressant. Puis là, je vais reprendre un peu puis pour être sûr de bien comprendre, parce que c'est des sujets qui, même si je trouve très sexy et que je ne comprends pas très bien, on a parlé d'un vecteur, tantôt une ligne, qui essentiellement, c'est lorsque vous choisissez 2 points sur cette ligne-là, ou 3 ou une infinité de points, ça devient les différentes lignes. Comment? Puis là, tu mentionnais des points de faut pas, des points, des éléments qu'il ne faut pas partager le vecteur, des choses comme ça, mais comment on peut créer les clés? Disons, on a 3, 5 000 cérémonies de clés qui se font, et que ce vecteur-là, à travers tout ça, soit quand même échangé jusqu'à un certain point pour qu'on ait quand même des clés qui sont sur le même vecteur essentiellement. Là. Ben, pour aller un peu plus dans les détails, effectivement, c'est un peu plus compliqué que juste je crée ma clé, on crée tous notre clé et puis on va payer pour que ça soit sur le même polynôme, sur la même ligne. Mais en fait, ça utilise. Tu disais qu'il y avait une infinité de lignes, fait que c'est ça. Si on prend tous les trois, chacun un point, les chances sont petites qu'ils soient tous les trois alignés. Mais ça utilise une propriété de ce protocole de partage de secrets qui est que c'est homomorphique. Donc en fait, c'est un peu étrange, mais on va chacun créer une ligne avec chacun 3 points et on peut les additionner. On peut additionner ces lignes. Et donc, en fait, on va chacun contribuer à un bout de l'addition de ces lignes. Donc, moi, je vais créer un point pour moi-même, un point pour Thierry, un point pour toi, Nicolas. Et puis, pareil pour vous, vous allez chacun créer un point pour les uns les autres. Et on va tous les additionner. Ce qui va faire qu'à la fin, notre secret, c'est la somme de nos secrets partagés. Donc, on a tous une garantie que ce secret est secret parce que nous, on sait qu'on a bien généré notre secret et qu'on a participé à cet aléatoire et qu'on n'a pas révélé l'aléatoire aux autres. On leur a juste donné un petit bout de cet aléatoire. Mais ils ont toujours besoin de nous pour remonter à au moins notre partie de l'aléatoire. Là, j'ai l'air d'un chevreuil parce que je saisis pas complètement. Est-ce que tu peux le reformuler différemment? Puis juste. C'est dur sans dessin. C'est dur sans dessin. En l'occurrence. Au verbal, c'est peut-être plus compliqué de m'expliquer. T'as une idée? Si t'as une idée de comment le. En gros, l'idée, c'est ça, c'est que on donne rien à l'autre comme tel, autre que des morceaux qui peuvent être publics. Et ce qu'on fait, c'est que chacun de nous trois qui sont dans la relation
on va déterminer un point pour les deux autres et notre point. Et eux font la même chose pour nous. C'est-à-dire que les morceaux qu'on peut donner aux autres, nous, on les connaît. Eux peuvent les utiliser, ça leur permet de revenir à un seul des 3 morceaux générés au total. Donc, dans tous les cas, dans le cas d'un 2 de 3, personne ne connaît plus du tiers du secret total. Mais par contre, on sait que le secret existe et on peut partir du secret final en appliquant, ou en disant, là, c'est plus ou moins la bonne opération mathématique, mais disons, on va appliquer ça à une soustraction de 2 des morceaux et on reste avec le dernier morceau qui garantit que la somme totale des 3 est revenue à ce que c'était au départ. Donc, c'est là où, quand on dit c'est homomorphique, c'est qu'on peut faire des opérations sur le contenu, même si secret, ça garantit que le résultat final, que si on a fait les mêmes opérations sur le contenu non secret, a la même valeur. Il n'y a pas, disons, il n'y a pas un algorithme de hachage secret dans le milieu pour une personne qui fait que le chiffre va donner quelque chose qui est déterministe et qui peut être reproduit par une autre partie par la suite. Ouais, c'est l'aspect homomorphique que j'avais peut-être pas clutché. Effectivement, c'est d'être capable de manipuler de l'information sans la déchiffrer. Ce qui est une propriété qui est tout à fait fantastique, tant qu'à moi. Là, pour moi, c'est l'ultime chose. Mais oui, effectivement, c'est. Fait que dans le fond, on échange avec l'autre de l'information qui n'a pas le contenu, mais qui est chiffrée. Mais de partir de cette information-là, il est quand même capable de faire de la manipulation dessus sans en connaître le contenu. Exactement. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que dans ce cas-là, en fait, ici, c'est les clés qui sont homomorphiques, contrairement aux données. Donc, c'est l'autre côté de l'application. Souvent, on voit cette application pensée pour faire des opérations sur des données par homomorphisme. Ici, on veut faire des opérations sur les clés par homomorphisme. Et là, à partir d'une fois que ça, c'est fait, ce bout-là de séparation, puis là, on a chacun nos choses. Là, on définit le nombre le nombre minimum. Et après ça, comment on opère dans le réel? Là, parce que je me sors des exemples, parce que vous avez sûrement des clients qui le déploient pour de vrai. Comment ça se fait? Comment ils le vivent, cette séparation-là? Et c'est quoi les meilleures pratiques selon ce que vous avez vu jusqu'à présent? L'idée, c'est que, comme je mentionné tout à l'heure, disons que le fournisseur, ou on dit, la personne qui héberge les données va avoir une clé. C'est tout le temps la première personne sur une requête, que ce soit sa propre requête vers lui-même ou qui que ce soit d'autre, qui va appliquer va soustraire son masque au secret, si on peut dire. Et ensuite, la donnée elle-même va être envoyée vers le parti qui a fait la demande. Bien sûr, il y a de l'autorisation de l'authentification. Ça élimine pas tous les pratiques habituelles qu'on fait sur une requête d'une ressource quelconque. Mais disons que tout ça passe, c'est fait. La personne qui la reçoit doit faire partie du groupe. Si elle ne fait pas partie du groupe, elle n'a pas de clé à appliquer pour déchiffrer, donc elle ne sera pas capable de lire. Si elle l'a, elle va être capable de faire et elle va être capable d'aller le lire. La troisième partie, typiquement, pourquoi il existe, il est là pour 2 raisons. D'une part, redondance et résilience, c'est-à-dire si le fournisseur cloud décide de ne plus décrypter ou pour peu importe quelle raison, je peux quand même me tourner avec la troisième partie pour pouvoir récupérer. Si la troisième partie, c'est mon administrateur de mon organisation, de mon employeur, ensemble, on est capable d'aller quand même déchiffrer les données, les récupérer, les mettre ailleurs. Enfin, on n'a même pas besoin nécessairement de les déchiffrer. Là, il y a une autre particularité, une autre caractéristique qu'on n'a pas parlé, mais l'idée, c'est qu'on est capable de mettre à jour ces quorums-là, les modifier sans devoir déchiffrer et rechiffrer les trucs. Donc, on n'a pas besoin de faire de... La première opération de base, quand on a un incident, c'est pas nécessairement une rotation de clés, c'est plutôt de juste mettre à jour le quorum qui est utilisé pour partager. Puis encore là, ça utilise l'aspect homomorphique sur les clés pour pouvoir le faire. Donc, on n'expose pas les données comme telles. Mais aussi, c'est que ça nous permet de récupérer dans certains cas. Donc, je vous donne un exemple. Je garde une copie des données dans un backup qui n'est pas le même fournisseur de service, idéalement, que celui au départ. Toujours encrypté. On ne fait pas les ressources, on ne fait pas les requêtes vers cette ressource-là en aucun temps, sauf pour un backup spécifique. Et là, on va aller chercher les 2 morceaux qui sont restants pour pouvoir récupérer. Ce qui nous donne une certaine résilience si un des nœuds tombe pour X raisons, que ce soit intentionnel, non intentionnel, un denial of service de leur côté. On a une alternative, puis on peut quand même opérer de façon indépendante avec ultimement nos données qui devraient être
disponible à nous quand on veut l'avoir et qui doivent rester confidentiels de ce point de vue-là. Donc, je dirais que c'est généralement le setup qu'on va avoir des gens qui vont l'utiliser. Après, il y a tout l'aspect de, disons, l'intégrer à du développement de services ou d'autres produits où des fournisseurs de services peuvent maintenant dire, ben écoutez, j'ai un service, oui, il y a des données sensibles, c'est vos données, d'accord, je vais maintenant respecter ce principe-là, je vais utiliser ce protocole-là à même mon SaaS pour le faire. Vous allez avoir aussi une clé, puis le fournisseur, encore là, le fournisseur de cloud, par exemple, aura la troisième. Et ils peuvent dire, regardez, je ne peux jamais avoir accès à vos données seul en tant que fournisseur du SaaS, le cloud provider non plus. Donc, là où le cloud provider qui est choisi, je ne dirais pas qu'il n'est pas important, mais il est, disons, moins important du point de vue de la sécurité ou de la résilience. Et l'utilisateur reste celui en contrôle parce que sans sa collaboration, ça ne devient pas possible. Euh, Encore là, si on veut utiliser des fournisseurs de services qui sont de la même géographie de laquelle on essaie de se dérisquer, ben, probablement qu'un 2 de 3 ne serait pas l'idéal, qu'un 3 de 5 serait peut-être un peu plus efficace en gardant certaines clés qui seraient de notre côté, disons, à la province ou au pays ou avec disons, une entité avec qui on a peut-être moins de risques géopolitiques ou autres d'interruption de service de ce côté-là. Ben, c'est ça, justement, le nombre de clés maximum total de ça. Et les quorums, qu'est-ce que vous avez vu qui se fait? Parce qu'on parle toujours du 2-3 parce que c'est le plus facile à Ouais. imaginer, mais dans la pratique, qu'est-ce que vous avez vu chez vos clients dans le marché? 2, 3, 3 de 4, 3 de 5, je dirais c'est souvent ce qu'on voit. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a approché pour avoir une idée où il voulait faire un genre de système de gouvernance de compagnie avec ça. C'était pas impossible, mais c'était comme d'un, c'était plusieurs niveaux de quorum différents, puis en fonction de la ressource, il voulait que ça soit un qui change, puis c'est faisable, mais là, d'un coup, il faut un système de gestion de savoir, OK, lesquels on a appliqué à quelles données, puis dans quel contexte on peut utiliser ce quorum-là ou un autre quorum. Il y a plus une job, disons, du côté autorisation qui doit être faite pour ce point de vue-là. Mais tu sais, c'était un truc du genre un 8 de 15 ou je sais plus. Là. Ouais, c'est un genre de conseil d'administration ou qui voulait pouvoir certains éléments. Puis j'imagine que si tu veux rentrer en affaires avec des gens avec lesquels tu peux peut-être pas faire confiance, mais que tu veux quand même faire affaire avec eux, peut-être que c'est pas une mauvaise approche, mais peut-être que tu es juste mieux de faire affaire avec des gens qui te mettent pas dans ces situations-là aussi. Mais donc, je te dirais 2 de 3, 3 de 4, 3 de 5 sont typiquement les cas. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de cas d'utilisation où on ne peut pas régler avec un 3 de 5, à moins qu'on essaie d'appliquer le modèle à un, disons, un système global. Je pense qu'ultimement, même à une échelle globale, ça serait probablement beaucoup plus intelligent d'avoir plusieurs 2 de 3 ou 3 de 5 pour chaque employé d'une entreprise que d'avoir un quorum de toute l'entreprise d'un coup. On ne veut pas nécessairement, oui, on peut faire les opérations de façon asynchrone, ça n'a pas besoin d'être en temps réel, etc. Mais on ne veut pas non plus être obligé d'attendre que tout le monde ait fait son action pour y arriver. Là. Euh, ouais. Je voulais ajouter peut-être un autre cas là où on peut voir peut-être des paramètres beaucoup plus grands. C'est dans le contexte d'utilisation de cryptographie distribuée asymétrique. Donc par exemple, pour des signatures sur de la blockchain, là, je crois qu'on a des paramètres beaucoup plus élevés où on peut avoir de la centaine, peut-être du millier, peut-être que je m'avance un peu. C'est ça, dépendamment des protocoles. Intéressant. Puis là, tu parlais de plusieurs niveaux. Est-ce que faire de l'imbrication, c'est-à-dire de mettre des clés pas des clés, dans le fond, d'encapsuler le premier niveau sur un deuxième niveau de chiffrement et des solutions qui arrivent dans certains cas? C'est-à-dire, attends, je crois que j'ai pas bien compris la question. Et ça, c'est qu'on chiffre une première fois avec un set de clés, Ouais. puis on rechiffre par-dessus avec un autre set de clés ou un autre nombre de clés différents, un nombre de partenaires différents. Donc, on peut mettre plusieurs niveaux pour assurer que le premier, puis un peu dans les scénarios qui étaient mentionnés, d'enrober plusieurs niveaux de chiffrement, donc à plusieurs sets de clés différents. Alors, si je comprends bien la question, effectivement, je pense que c'est un truc qu'on peut appliquer récursivement. Donc, même les morceaux de clés eux-mêmes, on peut les repartager en quorum. Et effectivement, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait du backup. C'est une question qui est
à adapter à beaucoup de situations. Une des choses qu'on peut faire, c'est la repartager aussi. Donc par exemple, si on a quelque chose où on veut une sorte d'accord, un côté biparty, comme on disait dans un 2 de 3, qu'est-ce qu'on fait du troisième, à qui on le donne? On peut partager le troisième entre les deux. Et là, ça marche très bien en cas de perte, et on a toujours ce côté, aucun des deux n'a à se faire confiance, et on a quand même l'intérêt d'avoir cette troisième clé malgré le fait que c'est quelque chose de biparty. Super intéressant. Merci de votre patience. Est-ce qu'il y a parce que j'ai vraiment de la misère à comprendre, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés que vous aimeriez partager? Peut-être un seul point. Je pense qu'il y a une autre des particularités, c'est que puis c'est en lien peut-être avec même la question d'avant, donc on peut faire oui récursivement, mais il y a un autre aspect qu'on peut faire, c'est que on peut mettre à jour les participants puis créer différents quorums, pas un par-dessus l'autre, disons. Il faudrait les voir plus un à côté de l'autre, donc en parallèle, qui peuvent tous fonctionner, euh, mais qui ont soit des participants différents ou des paramètres de quorum qui sont différents les uns des autres et qui peuvent tout de même fonctionner. Puis ce principe-là nous permet aussi de régler toutes sortes de problèmes avec la gestion de de matériel cryptographique en général, surtout quand on parle de provisioning ou déprovisioning d'utilisateurs qui s'en vont, par exemple. Ben, on peut juste ne plus faire confiance à son fragment puis créer un nouveau quorum sur la donnée. Et à cause de l'aspect homomorphique, ce qu'on appelle de notre côté, on va mettre à jour le masque. Euh, on va être capable d'aller simplement, pas nécessairement réencrypter une deuxième fois, mais tout simplement aller obfusquer la clé d'une certaine façon distincte de la première. Puis après, on peut se débarrasser de la première, parce que c'est homomorphique, on va revenir au résultat final avec les participants qui restent. Ou pardon, au résultat original avec les participants qui restent, ou le nouveau participant, par exemple. Assez bon. Donc, c'est quelque chose qui est assez adaptable à peu près toutes les situations où on a besoin de faire des modifications sur des données, mais qu'on veut les conserver de façon sécuritaire à grande échelle, puis qui, par défaut, va amener un niveau de sécurité plus élevé que les autres modèles où on dit non, on doit remettre en clair, par exemple, notre base de données, puis là, tout ce qui se passe en attendant est problématique, puis là, on va réencrypter, puis c'est une opération très coûteuse en plus, du point de vue cryptographique. Ça devient un non-issue. Donc, peut-être ouais, un petit bémol sur une capacité supplémentaire. Cool, merci beaucoup. Merci pour votre patience parce que j'ai vraiment eu de la misère à comprendre. Non, c'est bon. Puis C'est nouveau. Je trouve que c'est un concept qui est très intéressant. Puis c'est très intéressant ce que vous avez partagé. Là. Puis peut-être donner une référence de ce point de vue-là. Le NIST, qui est l'organisme américain qui fait la certification de protocoles cryptographiques typiquement, vient de lancer son appel de candidature à des schemes de cryptographie à seuil pour la première fois de son histoire. Donc, on est encore même dans le très nouveau pour les cryptographes. Donc, sens-toi pas trop, trop dépaysagé. Même de leur côté, c'est nouveau. Puis, on a déjà regardé les différentes soumissions que des gens ont mis jusqu'à date, plus avec les notes, parce qu'on va en avoir plus qu'une. Mais la majorité des gens sont exclusivement concentrés que sur la cryptographie, disons, classique pour faire du seuil en ce moment. Nous, on essaie déjà de l'amener avec classique, oui, post-quantique, oui, mais même d'avoir un scheme qui serait hybride entre les deux. Donc, restez à l'affût dans les prochains mois. Ce serait une première soumission québécoise et canadienne aussi. Je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère que ça va fonctionner. Puis merci d'avoir partagé ces informations-là. Puis j'espère que les gens vont plus vite que moi sur ces éléments-là. Puis c'est des choses qui sont très importantes qui vont justement avoir un impact énorme sur le futur. Ouais. Merci. Merci beaucoup.